Le 12 septembre 1840, à 14h47, le photographe commercial Louis-Auguste Bisson a capturé la rue de Rivoli, à Paris. L'image, cataloguée dans les archives de la Bibliothèque nationale de France sous le référence daguerréotype 1840 BNF 00047, montre l'une des rues les plus fréquentées d'Europe. Sauf que, il n'y a personne. Je m'appelle Antoine Moreau, je suis conservateur de photographie historique au musée d'Orsay depuis 17 ans, et j'ai passé les 5 dernières années obsédé par un phénomène dont personne ne veut discuter ouvertement. Toutes les photographies de 1840 sont désespérément vides. Et quand je dis « toutes », je n'exagère pas. Laisse-moi te montrer à quel point ce terrier de lapin descend véritablement profond. En 1840, Paris avait une population estimée à 935 000 habitants. Les registres municipaux de l'époque décrivent la rue de Rivoli comme impraticable pendant les heures commerciales en raison du volume de piétons et de calèches. Le journal Le Moniteur universel, du 11 septembre 1840, a publié une plainte formelle concernant l'encombrement de cette même rue. Un jour avant la photographie de Bisson. Maintenant, regarde la photo. Trottoir vide, rue vide, bâtiment parfaitement capturé, chaque fenêtre nette, chaque détail architectural préservé, mais zéro personne, zéro calèche, zéro signe de vie humaine. C'est troublant, mais cela devient bien plus étrange. La même année, le daguerréotypiste américain Samuel Morse, oui, le même homme du code Morse, a capturé le coin de Broadway et Chambers Street à New York. On parle du cœur commercial de Manhattan. Les journaux de l'époque décrivent cette intersection comme le point le plus encombré de la ville, avec des estimations de 3000 personnes passant par heure les jours de semaine. La photographie de Morse, complètement vide. Londres, 1840. John Jabez Edwin Mayall photographie Regent Street pendant ce que ses propres registres décrivent comme l'heure de pointe commerciale vers 15h30. Regent Street avait été, littéralement, conçue pour être un corridor commercial. Elle avait été construite pour gérer un flux de personnes massif. Charles Dickens, écrivant cette même année, a décrit Regent Street comme un endroit où on peut à peine se déplacer sans être bousculé de tous côtés. Photo de Mayall. Pas âme qui vive. Quand j'ai découvert ces images pour la première fois, en 2019, lors d'un catalogage de routine de daguerréotypes français, ma première réaction fut évidente. D'accord, ce sont simplement des horaires bizarres. Peut-être tôt le matin. Mais ensuite, j'ai commencé à vérifier les métadonnées, les annotations dans les registres photographiques, les journaux des photographes eux-mêmes, et j'ai découvert quelque chose de troublant. Louis Daguerre, l'inventeur du daguerréotype, tenait des registres méticuleux. Dans son carnet de terrain de 1838-1841, conservé dans les archives de la Société française de photographie, il notait systématiquement les horaires de ses expositions. Voici une entrée de mars 1840. Boulevard du Temple, 14h15, plein soleil, exposition de 7 minutes. Cette photographie, le boulevard du Temple, est souvent citée comme la première photographie à capturer un être humain. Et techniquement, c'est exact. Il y a une silhouette floue dans le coin inférieur gauche. Un homme en train de cirer les bottes d'un autre. Mais voici ce que personne ne te dit. Le boulevard du Temple, en mars 1840, était l'une des artères principales de Paris. Les recensements commerciaux de cette époque enregistrent 47 établissements commerciaux opérant dans ce pâté de maisons spécifiques. Durant un après-midi ensoleillé de mars, cette rue aurait dû être remplie de monde. Et sur la photo, une personne. Peut-être deux, si on compte le cireur de chaussures. Où sont les 46 autres personnes qui, statistiquement, auraient dû entrer et sortir de ces établissements? Où sont les passants? Les calèches? Les vendeurs ambulants que les registres de police confirment opéraient quotidiennement dans ce quartier. Durant mes 2 premières années à enquêter là-dessus, j'ai accepté l'explication officielle, celle que tu trouveras dans n'importe quel livre d'histoire de la photographie. L'explication du temps d'exposition. La théorie est simple. Les daguerréotypes de 1840 nécessitaient de longues expositions, entre 3 et 15 minutes, selon les conditions de lumière. Tout ce qui bougeait pendant cette période ne serait simplement pas enregistré. Les gens marchaient, se déplaçaient, ne restaient pas statiques assez longtemps pour être capturés par la plaque sensible. Cela semble logique, non? C'est exactement le type d'explication technique élégante qui résout le mystère. Sauf qu'elle ne le résout pas. En avril 2021, j'ai obtenu l'accès aux archives privées de la famille Daguerre. Parmi les documents, j'ai trouvé une série de lettres échangées entre Louis Daguerre et son partenaire commercial, Alphonse Giroux.
Dans une lettre datée du 5 août 1840, Daguerre écrit « Les clients se plaignent que les rues apparaissent désertes. Cela nuit à nos ventes. Nous avons besoin d'une solution. » Attends, les clients se plaignaient? Cela signifie que les rues vides n'étaient pas un résultat attendu. Ce n'était pas quelque chose que Daguerre anticipait ou considérait comme normal. Il était pris de court, préoccupé, essayant de résoudre le problème. Si l'explication du temps d'exposition était évidente à l'époque, pourquoi Daguerre, l'inventeur même du procédé, serait-il perplexe face à ce résultat? J'ai continué à creuser. J'ai découvert qu'en 1841, un daguerréotypiste britannique nommé Richard Beard a breveté une chambre de portrait avec un système d'éclairage amélioré qui réduisait le temps d'exposition à 30 secondes. 30 secondes. C'est une réduction considérable comparée aux 7-15 minutes standard. Beard a commencé à faire des portraits commerciaux avec ce système, et les gens parvenaient à rester immobiles pendant 30 secondes. Il a installé des appuis-têtes, des instructions de posture, tout pour garantir que les sujets restent immobiles. Et ça fonctionnait. Les portraits de Beard à partir de 1841 sont nets, visage clair, détails faciaux parfaitement préservés. Alors voici ma question. Si les gens arrivaient à rester complètement immobiles pendant 30 secondes pour un portrait, pourquoi des rues entières, avec des centaines de personnes, n'auraient-elles pas pu avoir au moins quelques figures suffisamment statiques pour apparaître sur une exposition de 7 minutes? Réfléchis avec moi. Dans une rue avec un flux de 3000 personnes par heure, comme Broadway en 1840, tu es en train de me dire qu'en 7 minutes complètes, pas une seule personne ne s'est arrêtée? Pas un vendeur ambulant stationnaire? Pas un mendiant assis? Pas une voiture arrêtée en train de décharger des marchandises? Statistiquement, ça n'a aucun sens. Et ça devient encore plus étrange quand on analyse les photographies elles-mêmes de près. En 2022, j'ai obtenu l'autorisation d'examiner les daguerréotypes originaux dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Pas des reproductions, pas des numérisations. Les plaques de cuivre originales, recouvertes d'argent, capturées en 1840. En utilisant la microscopie à haute résolution, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Les photographies ne sont pas floues. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Si la théorie du temps d'exposition était correcte, tu t'attendrais à voir des fantômes de mouvement, des flous, des traînées. Quand quelque chose bouge pendant une exposition longue, il laisse une traînée de lumière. C'est de la physique de base. Dans les photographies de 1840, les bâtiments sont nets, les pavés sont nets, les enseignes commerciales sont nettes, tu peux lire les panneaux des magasins, tu peux compter les briques sur les façades. Et les rues, parfaitement nettes, sans flou, sans traînée fantomatique de mouvement, sans rien. C'est comme si les gens, simplement, n'étaient pas là. Maintenant, avant que tu penses que c'est une sorte de théorie conspirationniste farfelue, laisse-moi être bien clair. Je ne crois pas que les gens ont disparu magiquement en 1840. Je ne suis pas fou. Je suis un conservateur de musée avec une formation solide en physique et en histoire de l'art. Mais il y a quelque chose de fondamentalement faux dans l'explication officielle. Et je ne suis pas le seul à le remarquer. En 1842, un critique d'art français nommé Francis Way a publié un essai dans la revue L'Artiste. Le titre était « Sur la mélancolique solitude des daguerréotypes urbains ». Way écrit « Il y a quelque chose de profondément troublant à voir nos villes les plus vibrantes représentées comme si elles étaient des ruines abandonnées. Le daguerréotype capture nos bâtiments, mais échoue à capturer la vie. » Il n'était pas seul. Entre 1840 et 1845, j'ai trouvé au moins 12 articles publiés dans des journaux français, britanniques et américains commentant le phénomène des villes fantômes dans les daguerréotypes. Et puis, soudainement, après 1845, ces articles s'arrêtent. Complètement. C'est comme si la conversation avait été étouffée. Comme si tout le monde avait collectivement décidé d'arrêter d'en parler. Pourquoi? Voici une possibilité qui me tourmente. En 1844, William Henry Fox Talbot a breveté le calotype en Angleterre. C'était un procédé photographique différent, basé sur le négatif et le positif, qui permettait de multiples reproductions. Et, de manière cruciale, il avait des temps d'exposition plus brefs. À partir de 1845, les calotypes commencent à montrer des gens. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Des figures floues, oui, mais présentes. Les rues cessent de paraître complètement vides. Et soudain, tout le monde arrête de parler du problème des daguerréotypes vides. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être. Peut-être que quelque chose s'est passé en 1840 qui ne se passait pas en 1845.
quelque chose qui a affecté spécifiquement cette année-là, cette technologie, ces conditions spécifiques. Pendant 3 ans, j'ai tenté de trouver une explication technique cohérente. J'ai lu des traités de chimie photographique du 19e siècle. J'ai consulté des physiciens spécialisés en optique. J'ai parlé avec des conservateurs de daguerréotypes dans des musées de 5 pays différents. Et personne ne peut me donner une réponse qui comble toutes les lacunes. La théorie du temps d'exposition, elle explique partiellement, mais n'explique pas l'absence totale. Elle n'explique pas pourquoi il n'y a pas de flou. Elle n'explique pas pourquoi les photographes eux-mêmes étaient confus. La théorie de la coordination urbaine, que les villes vidèrent les rues volontairement pour les photos, ridicule. Il n'existe aucun registre d'évacuation. Et pourquoi Paris, New York et Londres auraient-elles agi ainsi simultanément, sans coordination documentée? La théorie de l'horaire inhabituel, réfutée par les propres registres des photographes, qui notaient systématiquement des horaires diurnes de pointe. Chaque explication ferme une partie du puzzle, mais aucune ne ferme tout. Et cela m'amène à la question qui me tient éveillé la nuit. Et si ce n'était pas une question de technologie? Et si quelque chose de fondamentalement différent se passait en 1840? Écoute, je sais comment cela semble. Ça ressemble au début d'une théorie conspirationniste. Mais reste avec moi encore quelques minutes, parce que ce que j'ai découvert ensuite va défier tout ce que tu penses savoir sur les origines de la photographie. Il existe un détail technique sur le procédé daguerréotype que très peu de gens connaissent. Il n'est pas dans les manuels scolaires. Il n'est pas enseigné dans les cours d'histoire de la photographie. Mais il est documenté dans les carnets originaux de Daguerre. Les plaques de daguerréotype étaient traitées avec de la vapeur d'iode avant l'exposition, créant une couche d'iodure d'argent photosensible. Après l'exposition à la lumière, l'image latente était révélée en utilisant de la vapeur de mercure. Voici le détail crucial. Le mercure ne révèle pas uniformément. Il révèle sélectivement, basé sur des différences thermiques microscopiques à la surface de la plaque. En 1840, Daguerre utilisait des plaques de cuivre recouvertes d'argent. Mais la qualité métallurgique n'était pas standardisée. Certaines plaques avaient des impuretés, d'autres avaient des variations dans l'épaisseur du revêtement. Et cela créait des zones sur la plaque avec une conductivité thermique différente, ce qui signifie que certaines zones de l'image pouvaient être sous-capturées, pas à cause de la lumière, mais à cause du processus chimique de développement. Serait-il possible que les gens étaient là, mais qu'ils n'ont simplement pas été révélés? Cette théorie a un problème. Elle n'explique pas pourquoi les bâtiments et structures fixes étaient parfaitement révélés, mais pas les silhouettes humaines. À moins qu'il y ait eu quelque chose dans la lumière réfléchie par les objets en mouvement versus les objets statiques, qui interagissaient différemment avec ces impuretés métalliques. Et c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Parce qu'en 1841, quelque chose a changé chez les fournisseurs de plaques photographiques. Les mines de cuivre qui approvisionnaient le métal pour Alphonse Giroux, le distributeur commercial de Daguerre, ont changé. Les registres douaniers français montrent une transition du cuivre d'origine espagnole vers du cuivre d'origine allemande. Et par coïncidence, à partir de 1842, les daguerréotypes commencent à montrer plus de silhouettes humaines. Pas beaucoup, mais notablement plus qu'en 1840. C'est peut-être une coïncidence. Probablement. Mais il y a 3 semaines, j'ai obtenu une autorisation spéciale pour faire une analyse spectrométrique de masse sur 3 daguerréotypes de 1840. Analyse non invasive, utilisant la fluorescence par rayon X. Et j'ai découvert que les plaques de 1840 ont des concentrations anormalement élevées d'arsenic. L'arsenic était une impureté courante dans le cuivre extrait de certaines mines espagnoles au début du 19e siècle. Et l'arsenic modifie la façon dont le mercure se comporte pendant le développement. Spécifiquement, il crée des zones d'inhibition. Des zones où le mercure n'adhère tout simplement pas. Maintenant, est-ce que cela expliquerait l'absence de personnes? Honnêtement, je ne sais pas. C'est une piste. C'est plus que ce que n'importe quel autre chercheur a trouvé. Mais ça ne résout pas l'affaire. Parce qu'il reste une question énorme, criante, à laquelle personne ne peut répondre. Pourquoi les photographes eux-mêmes ne l'ont-ils pas remarqué? Daguerre était un chimiste méticuleux. Il a testé des centaines de variations de processus. Il savait que quelque chose n'allait pas avec les rues vides. Ses lettres le confirment. Alors pourquoi n'a-t-il pas identifié le problème de l'arsenic? La réponse évidente est, peut-être que ce n'était pas l'arsenic. Peut-être que c'est autre chose. Mais quoi? Dans le prochain segment, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert dans les archives techniques de Daguerre. Quelque chose sur les temps d'exposition qui va complètement retourner cette explication. Parce que la théorie du temps d'exposition long a un problème dont personne ne parle. Un problème énorme.
Et quand vous comprenez ce problème, tout le récit officiel commence à s'effondrer. L'explication officielle est simple. Les temps d'exposition étaient trop longs. Et ça a du sens, non? Vous ne pouvez pas photographier quelque chose en mouvement si votre appareil photo a besoin de 15 minutes pour capturer une image. Mais voilà le problème. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie à étudier les daguerréotypes des années 1840. Et plus je plonge dans la chimie et la physique derrière ces photographies, plus cette explication, simple, commence à s'effondrer. Laissez-moi vous montrer exactement comment le processus fonctionnait. Parce que vous devez comprendre la mécanique pour réaliser pourquoi elle n'explique pas tout. Un daguerréotype commence avec une plaque de cuivre polie comme un miroir. Le photographe dépose ensuite une fine couche d'argent dessus. Ce processus seul prenait des heures. La surface doit être absolument parfaite, sans une seule marque ou empreinte digitale, car toute imperfection sera amplifiée des milliers de fois dans l'image finale. Ensuite vient la sensibilisation. La plaque est suspendue au-dessus de cristaux d'iode dans une chambre fermée. Les vapeurs d'iode réagissent avec l'argent, formant de l'iodure d'argent à la surface. Cette couche chimique est ce qui rend la plaque sensible à la lumière. L'ensemble du processus se déroule dans l'obscurité complète, bien sûr. Un seul rayon de lumière et la plaque est compromise. Maintenant, la plaque est prête. Le photographe la place à l'intérieur de l'appareil photo, retire le bouchon de l'objectif et commence l'exposition. Et c'est là que les chiffres deviennent brutaux. En 1840, par une journée radieuse, avec une lumière optimale, vous aviez besoin d'un minimum de 3 minutes d'exposition. 3 minutes d'immobilité absolue. Je ne parle pas simplement de rester debout. Je parle de ne pas respirer profondément, de ne pas cligner des yeux plus que nécessaire, de maintenir chaque muscle de votre visage figé dans la même expression exacte. Essayez maintenant. Figez votre visage pendant 3 minutes. Ne bougez pas les yeux. N'avalez pas. N'ajustez pas votre posture. C'est physiquement atroce. Et 3 minutes, c'était le scénario optimal. Par temps couvert, ou à l'intérieur des bâtiments, les temps d'exposition grimpaient à 10, 15, parfois 20 minutes. Donc les mathématiques semblent évidentes. Si une personne immobile nécessitait 3 minutes, une personne en marche était simplement impossible. Le mouvement brouillait l'image en une masse indistincte, ou, plus fréquemment, le sujet en mouvement ne s'enregistrait tout simplement pas du tout. Des fantômes passant à travers le cadre sans laisser de traces sur la plaque d'argent. Problème résolu, n'est-ce pas? Sauf que non. Parce qu'en mars 1841, j'ai découvert quelque chose qui ne devrait tout simplement pas exister. C'était un daguerréotype d'un marché à Paris, boulevard du Temple pour être précis. Et là, sur le bord gauche du cadre, clair comme le jour, se trouvaient 2 silhouettes humaines. Un homme se faisant cirer les chaussures, et le cireur agenouillé devant lui. Tous deux parfaitement nets, tous deux complètement visibles, dans une photographie qui, selon les registres du photographe, avait eu une exposition de 10 minutes. Maintenant, vous pourriez argumenter que ces 2 personnes sont simplement restées immobiles assez longtemps. L'homme se faisait cirer les chaussures, après tout. Il devait rester immobile. Mais ensuite j'en ai trouvé un autre, et encore un autre. Un daguerréotype de 1842 d'un quai à Boston montrant 3 débardeurs en train de décharger des caisses. Exposition estimée, 8 minutes. Ce n'étaient pas des personnes posant, c'étaient des travailleurs en plein travail. Un daguerréotype de 1843 d'une rue à Philadelphie montrant une femme et un enfant en train de marcher. Ils marchent. Temps d'exposition, 12 minutes. Comment? J'ai posé cette question à chaque historien de la photographie que je respecte. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Car ils se sont divisés en 2 camps complètement opposés. Le premier groupe, les historiens techniques, m'ont dit qu'il s'agissait d'anomalies, de conditions exceptionnelles. Peut-être que le produit chimique utilisé sur ces plaques précises était légèrement différent. Peut-être que la qualité de l'argent était supérieure. Peut-être que la lumière ces jours-là était extraordinairement brillante, réduisant les temps d'exposition à une fenêtre où un mouvement limité était possible. Essentiellement, des exceptions qui confirment la règle. Le deuxième groupe, les analystes d'archives, avaient une vision différente. Ils m'ont fait remarquer quelque chose que j'avais négligé. Ces photographies montrant des personnes n'étaient pas rares. Elles étaient simplement moins préservées. Les photographies de rues désertes, de bâtiments sans vie, de paysages architecturaux parfaits, c'étaient celles que les musées collectionnaient, c'étaient celles que les sociétés historiques conservaient. Mais dans les registres privés, dans les collections familiales, dans les archives municipales poussiéreuses,
Les photographies avec des personnes existaient en nombre bien plus important que ne le suggérait le registre officiel. Un analyste en particulier, le docteur Hermann Vogel à Berlin, avait catalogué plus de 200 daguerréotypes du début des années 1840, montrant des figures humaines nettement visibles. Pas des statues, pas des poses formelles, des gens au milieu de la vie quotidienne. Et son argument était simple: si la limitation technique rendait impossible de photographier des personnes, ces images n'existeraient pas. Point final. Alors, quel camp avait raison? J'ai décidé de tester la théorie technique. J'ai obtenu l'accès à un vrai daguerréotype des années 1840, plaque d'argent originale, procédé chimique précis. Nous avons reproduit les conditions exactes décrites dans les journaux des photographes. Et en pleine lumière solaire directe, nous avons réussi à réduire le temps d'exposition à 90 secondes. 90 secondes. C'est toujours une éternité pour capturer du mouvement. Mais ce n'est pas 3 minutes. Ce n'est certainement pas 10 ou 15. Ce qui signifiait qu'en conditions idéales, avec une chimie parfaite, une personne se déplaçant très lentement pouvait théoriquement être enregistrée. Mais voici où ça devient étrange. Quand j'ai analysé les daguerréotypes montrant des personnes, la plupart n'ont pas été pris dans des conditions idéales. Beaucoup ont été pris par temps nuageux. Plusieurs ont été pris en intérieur avec une lumière indirecte. Certains ont été pris en fin d'après-midi quand la lumière était faible. Et pourtant les personnes étaient visibles. Plus que visibles. Nettes. Un daguerréotype de 1844 d'un atelier de menuiserie à Manchester montre 5 ouvriers à différentes étapes de leur travail. L'un est en train de scier du bois. Un autre est en train de marteler. Un troisième est en train de porter une planche. Tout net. Le journal du photographe mentionne le temps d'exposition. 18 minutes. 18 minutes, et vous pouvez voir un homme en train de scier du bois. Cela n'a pas de sens. Physiquement, mathématiquement, chimiquement, cela n'a aucun sens. À moins que quelque chose d'autre ne se soit produit. Je suis retourné aux journaux originaux des photographes. Pas les récits publiés, mais les carnets de travail authentiques. Les notes qu'ils prenaient pour eux-mêmes sur les températures chimiques, les angles de lumière, les imperfections de plaques. Et j'ai trouvé quelque chose de curieux. Plusieurs photographes mentionnent des sujets coopératifs, par opposition à des sujets fortuits. Et les temps d'exposition indiqués étaient différents. Pour les sujets coopératifs, les séances de portraits formels, ils mentionnent les temps longs auxquels nous nous attendrions. 3 à 15 minutes. Mais pour les sujets fortuits, les personnes capturées accidentellement dans des photographies de rues ou de bâtiments, les temps indiqués étaient à beaucoup plus courts, parfois aussi bas qu'1 minute. Pourquoi cette différence? La réponse réside dans la façon dont ils mesuraient le temps d'exposition. Pour les portraits, le temps commençait quand ils retiraient le bouchon de l'objectif et s'arrêtait quand ils le remettaient. Simple. Mais pour les photographies de rue, de nombreux photographes utilisaient une méthode différente. Ils présensibilisaient à la plaque et attendaient ensuite le bon moment. Quand une scène intéressante se déroulait, quand la lumière était parfaite, quand la composition s'alignait, ils retiraient rapidement le bouchon, capturaient l'image et remettaient le bouchon. Le temps d'exposition qu'ils enregistraient était ce moment de capture, l'instant rapide. Mais la plaque était déjà sensibilisée. Elle réagissait déjà à la lumière qui s'infiltrait à travers de petites imperfections de l'appareil photo. Elle absorbait déjà la lumière ambiante réfléchie. Le temps d'exposition réel n'était pas les 60 secondes qu'ils avaient écrites dans leurs journaux. C'était plutôt 30 ou 40 minutes de sensibilisation passive, suivies de 60 secondes d'exposition active. Et voici l'astuce. Pendant cette longue sensibilisation passive, tout ce qui bougeait ne s'enregistrait pas. La lumière était trop faible, le mouvement trop rapide. Mais pendant la brève période d'exposition active, quand la lumière était parfaite et que le bouchon était retiré, toute personne restant immobile pendant ces 60 secondes critiques était capturée. C'était un hack involontaire. Un accident de méthodologie. Et cela explique parfaitement pourquoi certaines photographies montrent des personnes. Sauf que cela n'explique pas pourquoi la majorité n'en montre pas. Parce que si cette méthode de présensibilisation capturait des gens par accident, elle aurait dû en capturer beaucoup plus. Les rues de 1840 n'étaient pas désertes. Paris comptait 900 000 habitants. Londres en avait 2 millions. Boston en avait 100 000. Même en tenant compte du mouvement, même en tenant compte du timing, statistiquement, nous devrions voir beaucoup plus de silhouettes humaines que ce que nous voyons. Nous devrions voir au moins des ombres partielles, des impressions floues, des indices de présence. Mais nous n'en voyons pas. L'explication technique fonctionne pour certaines photographies.
celles qui montrent des personnes, peuvent s'expliquer par cette sensibilisation passive, combinée à une exposition active courte. Mais elles n'expliquent pas l'absence dans des milliers d'autres. Elles n'expliquent pas pourquoi des photographies du centre de Paris en plein midi un jour de semaine montrent des rues complètement vides. Elles n'expliquent pas pourquoi des marchés animés apparaissent comme des collections d'étals vides. Elles n'expliquent pas pourquoi des places publiques, centres de la vie urbaine, sont capturées comme des espaces stériles et sans vie. La chimie explique les exceptions. Mais elle n'explique pas la règle. Et plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que je me posais la mauvaise question. La question n'était pas « Pourquoi les temps d'exposition faisaient-ils disparaître les gens ?» La question était « Qui était photographié et pourquoi ?» Parce que ces rares photographies avec des personnes n'étaient pas aléatoires. Ce n'était pas juste une question de chance avec le timing et la chimie. Elles avaient des schémas. L'homme qui se faisait cirer les chaussures n'était pas un passant au hasard. C'était une personne de classe moyenne, bien habillée, immobile dans une position de service rendu. Les dockers n'étaient pas n'importe quel travailleur. C'étaient des hommes employés, effectuant un travail documenté et payé, dans un lieu commercial officiel. La femme et l'enfant n'étaient pas des vagabonds. C'était clairement une mère et son fils, habillés de manière appropriée, dans une rue résidentielle respectable. Tous les sujets humains capturés dans ces premières photographies avaient quelque chose en commun. Ils appartenaient à cet espace, officiellement, de manière documentée, légitimement. Et soudain, l'absence ne semblait plus technique, elle semblait intentionnelle. Parce que si les photographes pouvaient capturer ces personnes, pourquoi n'en ont-ils pas capturé d'autres? Pourquoi pas le mendiant qui se trouvait certainement sur ce même boulevard parisien? Pourquoi pas la vendeuse ambulante qui aurait été sur ce marché de Boston? Pourquoi pas les enfants qui jouaient et qui auraient rempli ces rues de Philadelphie? À moins que ces personnes ne soient pas considérées comme faisant partie de la scène qui méritait d'être documentée. À moins que ces personnes n'aient été filtrées non pas par la chimie, mais par choix. Et si j'ai raison à ce sujet, alors nous ne regardons pas une limitation technique de la photographie primitive. Nous regardons les premières preuves photographiques de qui la société des années 1840 considérait comme visible, et qui, elle, considérait comme invisible. Mais avant de pouvoir explorer cette théorie, nous devons comprendre exactement qui est apparu sur ces photographies. Et plus important encore, qui n'est pas apparu. Parce que la réponse n'est pas dans les produits chimiques ou le temps d'exposition. Elle est dans qui avait la permission de rester immobile assez longtemps pour être vu. Les photographies que nous avons n'étaient pas des instantanés aléatoires. Et c'est là que mon enquête a pris un tournant complètement différent. Parce que j'ai réalisé quelque chose d'évident qui était passé inaperçu. Je cherchais des foules dans des photographies qui n'ont jamais été faites pour capturer des foules. Les daguerréotypes de 1840 coûtaient entre 50 centimes et 2 $. Cela peut ne pas sembler beaucoup jusqu'à ce que vous réalisiez que cela équivaut à 15 à 60 $ d'aujourd'hui. Pour une seule photographie. Et nous parlons d'une époque où un travailleur gagnait environ 1 $ par jour. J'ai commencé à cataloguer les archives photographiques survivantes par type de sujet. Et le schéma était troublant. Des individus riches, des politiciens, des bâtiments remarquables, la classe ouvrière, pratiquement invisible dans les archives. J'ai parlé avec des archivistes sur 3 continents. Et tous m'ont dit la même chose. On estime que seulement 3 à 5% des photographies des années 1840 existent encore aujourd'hui. Et parmi celles qui ont survécu, plus de 90% proviennent de centres urbains comme New York, Paris et Londres. La photographie n'était pas de la documentation. C'était un symbole de statut. Et voici ce que cela signifie. Nous ne regardons pas un registre complet de 1840. Nous regardons un registre filtré. Filtré par classe. Filtré par race. Filtré par qui avait assez d'argent pour immortaliser son image. C'est évident, vous pensez peut-être. Bien sûr que seuls les riches ont été photographiés. Mais attendez, parce que cela explique qui manque. Pas où sont passées les foules. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le docteur Marcus Chen, un sociologue spécialisé dans la hiérarchie sociale du 19e siècle. Il avait consacré 15 ans à étudier la distribution des daguerréotypes par classe et par géographie. Les gens supposent que c'est simplement une question de coût, m'a-t-il dit. Mais il se passe quelque chose de bien plus profond ici. Chen m'a montré ces données. À Paris, par exemple, il y avait au moins 30 studios de daguerréotypes en activité en 1843. Théoriquement, la capacité existait pour photographier des centaines de personnes quotidiennement. Mais les registres de production montrent des chiffres bien plus faibles. Ce n'était pas seulement que les pauvres ne pouvaient pas payer, a-t-il expliqué.
c'est que toute la structure sociale de la photographie était conçue pour les exclure. Il fallait prendre rendez-vous. Il fallait des vêtements appropriés. Il fallait savoir que la photographie existait comme option. Et puis, il m'a montré quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Une lettre de 1844. D'un photographe de Boston à son fournisseur de plaques. Il y décrit son refus de photographier des personnes d'apparence ordinaire parce que cela nuirait à la réputation de notre établissement. Exclusion active, pas seulement économique, mais sociale. J'ai commencé à chercher d'autres preuves, et je les ai trouvées. À Londres, certains studios photographiques n'acceptaient que des clients munis de références de membres existants. À New York, certains appliquèrent des tarifs différents, basés sur le niveau de clientèle recherché. La photographie en 1840 n'était pas seulement chère, elle était délibérément exclusive. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Parce que si cela explique l'absence d'ouvriers, de pauvres et de minorités dans les portraits individuels, cela n'explique pas les photographies d'espaces publics vides. Je suis retourné aux archives, cette fois en cherchant spécifiquement des photographies de rues, de places, de marchés. Des endroits où, théoriquement, vous devriez voir des foules, indépendamment de qui a financé la photographie. Et j'ai trouvé 47 images de 1840-1843 d'espaces publics connus. 42 d'entre elles étaient complètement vides. Cela n'a aucun sens avec l'explication sociologique. Si un photographe est payé pour photographier une place ou un bâtiment, la présence de gens ordinaires à l'arrière-plan est sans rapport avec la question de classe. Ils font juste partie de la scène. J'ai parlé avec le Dr Sarah Williams, une archiviste de la Bibliothèque du Congrès qui étudie la préservation photographique depuis 30 ans. Il y a 2 théories concurrentes à ce sujet, m'a-t-elle dit. La théorie de la survie sélective versus la théorie de la création sélective. La théorie de la survie sélective soutient que les photographies avec des personnes ont été moins préservées. Peut-être parce qu'elles étaient considérées comme moins précieuses historiquement. Ou parce que les familles gardèrent les portraits de leurs proches, mais jetaient les scènes de rue. Mais je n'y crois pas, a dit Williams, parce que les archives institutionnelles sont également vides. Bibliothèques, musées, archives gouvernementales, des endroits qui préserveraient la documentation de scènes urbaines. Et pourtant, les gens sont absents. Elle m'a montré un catalogue de 1891 de la Société historique de New York. Il répertoriait 238 daguerréotypes de scènes de la ville de 1840-1845. Le catalogue notait spécifiquement que 89% d'entre elles montraient une architecture sans figures humaines. Et voici le problème, a continué Williams. Si c'était juste un biais de préservation, vous vous attendriez à voir quelques photographies avec des personnes survivant aléatoirement. Mais nous n'en voyons pas. Nous voyons un motif d'absence. C'est alors qu'elle m'a montré quelque chose qui m'a laissé sans voix. Un mémo interne de 1847. Des archives photographiques de la ville de Paris, instruisant les archivistes à prioriser la préservation de plaques montrant une architecture claire et éviter le stockage d'images avec des figures humaines obscures ou en mouvement. Attendez. Quoi? Ils étaient en train de délibérément jeter les photographies avec des personnes, a dit Williams. Pas parce qu'elles étaient endommagées, mais parce que les gens étaient considérés comme des imperfections. J'ai trouvé des directives similaires à Londres, à Boston, à Philadelphie. Le discours officiel était toujours le même. Les photographies d'architecture avaient une valeur historique durable. Les photographies avec des personnes étaient éphémères et d'intérêt limité. Mais cela crée un paradoxe bizarre, parce que maintenant nous avons 2 explications concurrentes. Théorie 1, les photographies avec des personnes n'ont jamais été prises à grande échelle en raison du temps d'exposition et des limitations techniques. Théorie 2, les photographies avec des personnes ont été prises, mais ont été systématiquement jetées par les archivistes qui privilégiaient la pureté architecturale. Et les 2 théories ont des preuves. Le Dr Chen, le sociologue, insiste sur le fait qu'il s'agit principalement de création sélective. Les photographes documentaient des bâtiments, pas la vie, argue-t-il. Les gens étaient gênants, pas des sujets. Le Dr Williams, l'archiviste, soutient qu'il s'agit de survie sélective. Nous avons des preuves directes de politique de destruction, dit-elle. Ce n'est pas de la spéculation, c'est dans les registres. Mais aucune explication n'est complète. Parce que si c'est de la création sélective, pourquoi les photographes capturaient-ils occasionnellement des personnes alors qu'ils auraient pu attendre des rues vides? Et si c'est de la survie sélective, pourquoi les politiques de destruction étaient-elles si universelles dans différents pays et institutions? J'ai commencé à soupçonner que je posais la mauvaise question. Peut-être que ce n'est pas « où sont passés les gens ?»
Peut-être que c'est... Pourquoi l'absence de personnes était-elle si désirable? Parce que plus j'enquêtais, plus je réalisais, l'omission n'était pas accidentelle. Elle était intentionnelle, systématique. Les photographes choisissaient des angles, des moments, des techniques qui minimisaient les figures humaines. Les archivistes choisissaient de préserver des images montrant une clarté architecturale. Et les collectionneurs et historiens valorisaient les photographies propres plutôt que les désordonnées. C'est comme si toute la structure culturelle autour de la photographie primitive avait une préférence inconsciente, ou peut-être consciente, pour les espaces vides. Mais pourquoi? J'ai parlé avec des historiens culturels, avec des experts en esthétique victorienne, avec des psychologues qui étudient la perception visuelle. Et les réponses variaient de l'idéalisation néoclassique à l'anxiété face à la modernité, à la préférence pour l'ordre plutôt que le chaos. Toutes plausibles, aucune définitive. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un daguerréotype de 1841, du marché Les Halles à Paris, l'un des espaces publics les plus fréquentés d'Europe. La photographie montrait les bâtiments du marché, les étals, les chariots, et 0 personne. Mais dans le coin inférieur droit de la plaque, quelqu'un avait gravé quelque chose avec un outil pointu, avant le traitement final. J'ai agrandi l'image avec un scanner haute résolution. La gravure disait « 17 figures removed », 17 figures retirées. Pas absentes en raison du temps d'exposition. Pas perdues en raison de la préservation sélective. Retirées. Quelqu'un avait délibérément effacé 17 personnes de cette photographie, physiquement, en grattant l'émulsion de la plaque de cuivre. Et ce n'était pas une anomalie. J'ai trouvé 11 autres plaques avec des marques similaires. 12 removed. 8 removed. Figure erased. Des photographes éliminaient activement des personnes de leurs images, même quand elles apparaissaient avec succès lors de l'exposition. Maintenant, la question n'était plus technique ou sociologique. Elle était archivistique. Pourquoi préservons-nous un registre historique qui a été délibérément nettoyé de toute présence humaine? Et plus important encore, qui a décidé qu'il devait être nettoyé? Parce que les archives auxquelles j'avais accédé jusqu'à présent, toutes institutionnalisent cette préférence. Bibliothèque nationale, sociétés historiques, collections universitaires. Toutes valorisaient les mêmes choses. Clarté, ordre, absence. J'ai commencé à me demander, et si les photographies que nous avons ne sont pas une fenêtre sur 1840? Et si elles sont une fenêtre sur ce que les archivistes de 1850, 1870, 1900 voulaient que 1840 ressemble? Un passé parfaitement préservé, architecturalement pur, dépeuplé. Il y a des archives que je n'avais pas encore consultées. Les archives photographiques originales de la Société daguerrienne française, établie en 1844, dissoute en 1852. Ces registres ont été scellés pendant 150 ans, seulement récemment ouverts à la recherche académique. Je devais savoir ce qu'il y avait dans ces registres, parce que si l'explication sociologique explique qui était absent, et l'explication technique explique comment il pouvait être absent, alors peut-être que les archives expliquent pourquoi leur absence a été préservée si soigneusement. À moins que les archives elles-mêmes ne cachent quelque chose. Et si les photographies vides n'avaient pas toujours été vides? C'est cette question qui m'a conduite aux archives, pas aux albums poussiéreux de collectionneurs privés, mais aux dépôts institutionnels. Les grandes collections. Les endroits où l'histoire est censée être préservée. Ce que j'y ai trouvé était presque aussi troublant que les photographies vides elles-mêmes. J'ai commencé par la Société historique de Philadelphie. En février 1845, un incendie a détruit le bâtiment principal. Les estimations officielles parlent de plus de 2000 daguerréotypes perdus, 2000 registres des premières années de la photographie, simplement, disparus. Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas le nombre, c'était la description de ce qui restait. Dans les rapports de sauvetage, il y a une observation curieuse faite par un archiviste nommé Thomas Whitfield. Il a écrit « Parmi les plaques récupérées, beaucoup présentent des images dégradées, où des figures humaines auparavant visibles apparaissent maintenant comme des taches ou des ombres indéfinies. Auparavant visibles, apparaissent maintenant comme des taches. » Il décrivait une dégradation. Mais il disait aussi quelque chose de plus fondamental. Les photographies avaient changé. Ce qui s'y trouvait en 1845 n'était plus ce qui s'y trouvait après l'incendie. Cela m'a conduit à une théorie que personne ne semblait discuter.
Et si l'absence de personne n'était pas une caractéristique originale de ces photographies? Et si c'était un processus? Quelque chose qui leur est arrivé au fil du temps? La science de la dégradation photographique est bien documentée. Les daguerréotypes sont des plaques de cuivre revêtues d'argent. L'image est formée par des particules de mercure amalgamées à la surface argentée. Avec le temps, 3 choses se produisent: oxydation de l'argent, corrosion chimique de la couche de mercure et déplacement des particules qui forment l'image. Le problème, c'est que ces 3 choses n'affectent pas toute l'image également. Les zones avec une plus grande concentration de mercure, comme celles qui capturent des tissus sombres ou des ombres profondes, sont plus vulnérables. Et savez-vous quelle est la partie la plus sombre d'une photographie de 1840? Les vêtements. Les gens de l'époque portaient principalement des vêtements sombres, noirs, gris foncé, brun profond. Si la dégradation attaque préférentiellement les zones sombres, alors les figures humaines seraient les premières à disparaître. Cela semblait logique. Cela semblait scientifique. Il semblait que j'avais enfin une explication. Mais puis vint 2018, et tout est devenu plus compliqué. Cette année-là, plusieurs institutions européennes ont lancé un projet massif de numérisation d'archives utilisant une technologie de balayage haute résolution combinée à l'intelligence artificielle. L'objectif était simple: préserver numériquement des millions de photographies historiques avant que la dégradation physique ne les détruise complètement. Ce qu'ils n'attendaient pas, c'est ce que l'IA allait révéler. En novembre 2019, le musée Victoria & Albert à Londres a publié un rapport technique discret. Peu de gens y ont prêté attention, mais j'ai lu chaque mot. Le titre était « Récupération d'éléments visuels latents dans les daguerréotypes dégradés par analyse spectrale computationnelle ». Ce qu'ils ont découvert était ceci. Quand vous appliquez des algorithmes d'amélioration d'image sur des daguerréotypes vides, des figures humaines commencent à apparaître. Pas complètement, mais elles apparaissent. Des contours fantomatiques, des silhouettes ténues, des taches qui ne sont clairement pas aléatoires, mais qui suivent la forme anatomique humaine. Les photographies vides avèrent des personnes. Elles n'étaient simplement plus visibles à l'œil nu. Cela aurait dû résoudre le mystère. Dégradation physique, détectée par la technologie moderne. Affaire classée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En 2021, une équipe de scientifiques des matériaux de l'Université de Cambridge a publié une réponse à l'étude du Victoria & Albert. Ils ont reproduit le processus de dégradation en laboratoire. Ils ont pris des daguerréotypes fraîchement créés avec des figures humaines nettes et les ont soumis à des conditions accélérées d'oxydation et de corrosion. 100 ans de dégradation simulée en 6 mois. Le résultat? Les figures humaines ont disparu. Exactement comme prévu. Mais lorsqu'ils appliquèrent les mêmes algorithmes d'IA utilisés par le Victoria & Albert, quelque chose de bizarre se produisit. Les figures ne réapparurent pas. Il n'y avait pas de contours fantomatiques. Il n'y avait pas de silhouette ténue. Il n'y avait que du vide. Du vide chimique. Du vide là où il n'aurait jamais dû y avoir d'image récupérable, car la dégradation avait réellement détruit l'information. Alors pourquoi les daguerréotypes historiques montraient-ils des figures lorsqu'ils étaient améliorés, mais pas les daguerréotypes dégradés en laboratoire? L'équipe de Cambridge avait une hypothèse. Les daguerréotypes historiques ne s'étaient jamais vraiment complètement dégradés. Ce qui se passait était différent, plus subtil. Ils l'appelèrent « dégradation sélective anormale ». En termes simples, quelque chose faisait disparaître les figures humaines de manière plus rapide et plus complète que tout le reste de l'image. Les bâtiments restaient, les arbres restaient, les rues restaient, mais les personnes disparaissaient de façon disproportionnée. Cela n'avait aucun sens chimique. La dégradation par oxydation n'est pas sélective de cette façon. Elle affecte les zones en fonction de leur composition chimique, pas de leur contenu représentationnel. L'argent ne sait pas qu'il forme une personne ou un bâtiment. Il réagit simplement à l'environnement. Et c'est là que les experts commencèrent à être en désaccord. D'un côté, archivistes et chimistes spécialisés en conservation insistaient « la dégradation explique tout ». Les figures humaines avaient des caractéristiques chimiques spécifiques. Vêtements sombres avec forte concentration de mercure qui accéléraient leur détérioration. Il n'y avait pas de mystère, juste de la physique. De l'autre côté, experts en imagerie numérique et scientifique des matériaux argumentaient « la dégradation observée ne correspond pas au schéma connu. Il se passe quelque chose d'anormal. Quelque chose que la science actuelle n'explique pas complètement. » Et puis, en 2023,
quelque chose se produisit qui rendit tout encore plus étrange. Une équipe de l'université de Stanford appliqua des réseaux neuronaux d'apprentissage profond à une collection de 847 daguerréotypes des années 1840, tous catalogués comme vides ou partiellement vides. L'algorithme fut entraîné spécifiquement pour détecter des motifs humains. Proportions anatomiques, symétrie bilatérale, posture typique de l'époque. Dans 312 des 847 photographies, l'algorithme détecta des figures humaines. Pas comme des contours vagues, mais comme des présences statistiquement significatives. Des zones où la distribution de lumière et d'ombre ne correspondait pas à l'environnement, mais correspondait exactement à la forme et aux proportions de personnes. L'article scientifique fut publié dans une revue obscure de traitement d'images. Presque personne ne le remarqua. Mais moi, je l'ai remarqué. Et ce qui me dérangea le plus fut une phrase dans la conclusion. Les résultats suggèrent que des éléments visuels humains auraient pu être présents dans ces images à des niveaux détectables jusqu'à une période récente, potentiellement des décennies après la capture originale, avant de se dégrader au-delà de toute récupération numérique. Jusqu'à une période récente, des décennies après la capture originale, c'est-à-dire, les personnes n'ont pas disparu en 1850, elles ont disparu bien après, peut-être même au XXe siècle, peut-être certaines même au XXIe siècle. Cela changeait tout, car si la dégradation se produisait si récemment, il devrait y avoir des archives. Des photographies de ces mêmes images prises il y a des décennies, quand les figures étaient encore visibles. Des reproductions dans de vieux livres, des catalogues de musées. J'ai cherché, et je n'ai rien trouvé. Pire, j'ai trouvé l'inverse. J'ai trouvé des descriptions de 1920, 1950, 1981, qui décrivaient déjà les mêmes photographies comme vides ou partiellement vides, comme si elles avaient toujours été ainsi. Mais l'analyse de Stanford disait que non. Elle disait qu'il y avait des personnes là, récemment. Et alors, je réalisais la partie la plus troublante. La technologie moderne ne résolvait pas le mystère. Elle l'aggravait. Car maintenant, nous avions 3 possibilités, et aucune n'avait complètement de sens. Première possibilité, dégradation naturelle sélective que la science ne comprend pas encore complètement. Possible, mais improbable étant donné ce que nous savons sur la chimie photographique. Deuxième possibilité. Les descriptions historiques étaient erronées. Les archivistes de 1920, 1950, 1980 ont incorrectement catalogué comme vides des photographies qui avaient encore des figures visibles. Possible, mais cela exigerait une erreur systématique dans multiples institutions sur plusieurs décennies. Troisième possibilité. Quelque chose se passe avec ces photographies que nous ne comprenons pas. Quelque chose qui fait disparaître les figures humaines de manière anormale, à un rythme accéléré, sans correspondance avec les modèles connus de dégradation. Je voulais croire en la première. La science finirait par expliquer. De nouvelles études sur l'interaction chimique dans des conditions spécifiques de stockage. Peut-être une contamination par des polluants industriels du XXe siècle qui aurait accéléré sélectivement la dégradation des zones à forte concentration de mercure. Mais plus j'étudiais les cas spécifiques, plus la troisième possibilité semblait moins impossible, car il y avait un autre motif dont personne ne parlait. Un motif dans les photographies où l'IA de Stanford avait détecté les anomalies les plus fortes. Les 312 images n'étaient pas aléatoires, elles avaient quelque chose en commun. Elles provenaient toutes de lieux spécifiques. Pas n'importe quelle rue de n'importe quelle ville. C'étaient des carrefours, des places centrales, des portes d'église, des ponts, toujours des lieux de passage, des lieux de transition. Et elles avaient toutes été prises à des heures spécifiques de la journée. Il n'y avait pas d'enregistrement exact, bien sûr, mais on peut estimer par l'angle des ombres. Tôt le matin ou fin d'après-midi. Lumière oblique, jamais à midi. C'était comme s'il y avait des règles, des conditions spécifiques où les personnes pouvaient être photographiées, mais ensuite disparaissaient. Je sais comment cela sonne, je sais, mais les données étaient là. Des motifs statistiques qui ne devraient pas exister si tout n'était que dégradation chimique aléatoire. Et alors je me suis souvenu de quelque chose. Un détail mineur que j'avais ignoré auparavant. Certaines des photographies vides, les plus célèbres, avaient été reproduites dans des livres d'histoire de la photographie dans les années 1960 et 1970. Des photographies en noir et blanc de daguerréotypes. Des reproductions photographiques de photographies originales. J'ai cherché ces livres. J'en ai trouvé quelques-uns dans des bibliothèques universitaires. Et j'ai fait une comparaison directe.
Dans la reproduction de 1967 d'un daguerréotype de 1843 montrant Chestnut Street à Philadelphie, vous pouvez voir, si vous regardez très attentivement, une tache sombre de forme vaguement humaine près du coin gauche. Dans la numérisation de 2019 du même daguerréotype original, il n'y a rien. Vide complet. La photographie a changé entre 1967 et 2019. Cela, je ne pouvais pas l'expliquer par la dégradation. Parce que la reproduction de 1967 était une photographie de la photographie. Si la tache était là en 1967, cela signifie que le daguerréotype original avait cette tache en 1967. Et maintenant, elle n'est plus là. 52 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que cette dernière tache fantomatique disparaisse complètement. Et si vous extrapolez ce rythme en arrière, jusqu'à 1843 quand la photographie a été prise, cela signifie que les silhouettes humaines complètes et nettes auraient mis environ 120 à 150 ans pour disparaître totalement. Ce qui nous amène aux années 1960-1990, exactement quand les descriptions commencent à devenir uniformément vides dans tous les catalogues. La dégradation s'est produite, c'est un fait. Mais elle s'est produite trop tard, trop vite, trop sélectivement. Et la technologie moderne, au lieu de résoudre le mystère, n'a fait que confirmer qu'il se passe quelque chose de profondément étrange. Quelque chose que nos meilleurs outils peuvent détecter, mais ne peuvent pas expliquer. Parce que l'IA voit les personnes. Elle détecte les motifs. Elle sait qu'il y avait quelqu'un là. Mais quand nous essayons de comprendre pourquoi elles ont disparu, toutes les explications ont des failles. Toutes laissent des questions sans réponse. Et alors vous vous retrouvez à penser, et si ce n'était pas une question de dégradation ? Et si c'était quelque chose que nous ne voyons pas encore, quelque chose dans les photographies elles-mêmes qui va au-delà de la chimie et de la physique. Parce qu'il y a un autre détail. Un détail que je n'ai remarqué qu'en comparant les 312 photographies anormales identifiées par Stanford avec les descriptions originales de quand elles ont été prises. Dans beaucoup d'entre elles, les photographes de l'époque avaient noté « Exposition de 8 minutes, sujet resté immobile » ou « Exposition de 12 minutes, aucun mouvement détecté ». Mais quand l'IA moderne analyse ces mêmes photographies et détecte les silhouettes fantomatiques, elle détecte quelque chose de plus. Elle détecte du mouvement. Pas beaucoup, mais suffisamment. Un flou de mouvement. Des incohérences qui indiquent que le sujet n'est pas resté parfaitement immobile. Ce qui signifie que soit les photographes originaux se trompèrent sur le fait que leur propre sujet était resté immobile. Soit quelque chose dans les photographies change d'une manière qui va bien au-delà d'une simple dégradation chimique. À moins qu'il y ait quelque chose dans les photographies que nous ne voyons pas encore. Quelque chose que la dégradation révèle, au lieu de cacher. Quelque chose qui a toujours été là, attendant les bons outils pour être détecté. Et puis, il y a les photographies qui ne correspondent à aucune théorie. J'ai passé des mois à analyser chaque explication. Tester chaque hypothèse contre les preuves. Et quand vous arrivez à ce point de l'enquête, quand vous avez absolument tout examiné, vous trouvez les cas qui ne devraient tout simplement pas exister. Ce sont ceux-là qui me tiennent éveillé la nuit. Laissez-moi vous montrer exactement ce que j'ai découvert. Londres, 1842. Le pont de Londres à l'heure de pointe. Vous connaissez ce pont, n'est-ce pas? L'un des passages les plus fréquentés de l'Empire britannique. Les registres historiques sont brutalement précis. Entre 14h et 16h, plus de 500 piétons traversèrent ce pont chaque heure. Marchands ambulants, travailleurs, commerçants. Le trafic était si intense que la ville tenait des registres détaillés pour planifier l'expansion. Alors Richard Beard prend une photographie à 15h17. Le pont est complètement vide. Pas partiellement vide. Pas avec quelques personnes floues. Vide. Vous pouvez voir chaque pierre du pavé. Vous pouvez compter les lampadaires. La définition est cristalline, et il n'y a pas une seule personne. Voici ce qui rend cela impossible. Nous avons le journal de Beard lui-même. Il décrit l'installation de l'équipement au milieu de la foule habituelle de l'après-midi. Il mentionne avoir dû demander aux gens de s'écarter du trépied. Il note l'heure exacte, 15h17, 14 mars 1842. Et la photographie montre un pont vide. Temps d'exposition, 4 minutes et 30 secondes. Plus que suffisant pour capturer des piétons immobiles. Et nous avons des témoins contemporains qui confirment. Le pont était bondé ce jour-là. Temps ensoleillé. Circulation normale. Alors où sont passées les 500 personnes? Mais attendez, parce que ça devient bien pire. New York, 1844, Broadway et Canal Street. Un photographe nommé William Langenheim décide de faire quelque chose d'inédit.
Documenter le même carrefour à intervalles de 10 minutes. 3 photographies, même équipement, même angle, 10 minutes entre chacune. La première photo, vous voyez des gens, pas beaucoup, mais ils sont là. Peut-être 20, 30 silhouettes clairement visibles le long de la rue. Deuxième photo, 10 minutes plus tard, la moitié d'entre eux a disparu. Vous pouvez voir les mêmes bâtiments, les mêmes ombres indiquant que le soleil a à peine bougé. Mais là où il y avait 20 personnes, il n'y en a plus que 10. Troisième photo, 10 minutes de plus, la rue est pratiquement vide. Voici le problème. Je ne parle pas de mouvement, je ne parle pas de flou, je parle de sections spécifiques de la photographie où les gens n'apparaissent tout simplement pas. Et chaque photographie successive montre plus d'absence. C'est comme regarder une foule être effacée au ralenti. Les journaux de Langenheim décrivent un trafic intense et ininterrompu durant toute la session. Il photographiait à l'heure du déjeuner spécifiquement pour capturer le mouvement de la ville. Et il a réussi à capturer l'opposé, une disparition progressive. Alors, en 2024, un groupe du MIT décide d'appliquer l'intelligence artificielle à l'analyse de ces images. Reconstruction neuronale, cartographie du mouvement, analyse d'exposition. La technologie la plus avancée que nous ayons pour comprendre les photographies anciennes. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Rien. Aucune preuve de flou de mouvement dans les sections vides. Aucun artefact d'exposition. Aucun indicateur chimique de défaillance de traitement. L'IA n'a littéralement pas pu trouver d'explication technique pour expliquer pourquoi certaines zones de la photographie n'ont simplement pas enregistré de figures humaines. L'un des chercheurs m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est comme si ces sections de la plaque photographique refusaient simplement de capturer les gens. Mais elles ont capturé tout le reste parfaitement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Il doit y avoir une explication technique qui nous échappe. Une particularité de la chimie du daguerréotype que les experts modernes ne comprennent pas complètement. Alors j'ai commencé à contacter des experts, des chimistes de la photographie, des historiens des procédés photographiques, des conservateurs de musées qui travaillent avec des daguerréotypes tous les jours. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Ils sont d'accord avec moi. Dr Sarah Mitchell, Cambridge, spécialiste des procédés photographiques du 19e siècle. Il n'existe aucun mécanisme chimique connu qui expliquerait une disparition sélective tout en préservant la clarté structurelle. Professeur James Chen, Institut de technologie de Rochester, département de sciences photographiques. Nous avons examiné les plaques originales. La chimie est parfaite, uniforme. Il n'y a aucune raison technique pour ces absences. Dr Elena Kowalski, Musée national de la photographie, Paris. Après 40 ans à étudier les daguerréotypes, je peux dire avec confiance, nous ne savons tout simplement pas. Nous ne savons tout simplement pas. Ce sont des personnes qui ont consacré des carrières entières à comprendre chaque aspect de la photographie primitive. Et lorsqu'elles sont confrontées à ces cas spécifiques, la réponse honnête est « il n'y a pas d'explication ». Mais les sceptiques ont une réponse, n'est-ce pas? Ce doit être une erreur de documentation. Peut-être que les journaux sont erronés. Peut-être que les témoins confondèrent les dates. Sauf que nous avons des registres croisés. Le journal de Beard mentionne la session photographique. Les registres de la ville confirment le trafic dense ce jour-là spécifiquement. Nous avons 3 journaux différents de Londres rapportant le photographe sur le pont durant cette semaine de mars. La documentation n'est pas erronée. Elle est méticuleusement correcte. Et puis vous arrivez là où j'en suis maintenant. Après avoir examiné toutes les théories, après avoir parlé avec tous les experts, après avoir testé chaque hypothèse contre chaque preuve, et vous découvrez que chaque explication crée de nouvelles impossibilités. La théorie de la longue exposition n'explique pas pourquoi certaines personnes apparaissent parfaitement nettes, tandis que d'autres sont complètement absentes. Si c'était juste le mouvement, vous verriez du flou partout ou nulle part. La théorie chimique n'explique pas le motif de disparition progressive de Langenheim. Pourquoi la chimie échouerait-elle de manière progressive à intervalles de 10 minutes? La théorie de l'anomalie temporelle? Maintenant, nous inventons littéralement une nouvelle physique pour expliquer des photographies anciennes. Et même ainsi, ça ne fonctionne pas. Parce que les bâtiments, les ombres, les objets inanimés, tout cela est parfaitement normal. Chaque théorie, peu importe à quel point elle est élaborée, se heurte à au moins une photographie qui ne correspond simplement pas. Et vous savez quelle est la partie vraiment fascinante? Cela ne me frustre plus. Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé tellement de temps à chercher la réponse que j'ai oublié d'apprécier la question. Nous avons ici un phénomène véritablement inexpliqué.
En 2025, avec toute notre technologie, toute notre compréhension de la chimie et de la physique et de l'optique, nous n'arrivons toujours pas à expliquer complètement pourquoi certaines photographies de 1840 montrent moins de personnes que nous savons avec certitude qui étaient à la présente. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un mystère fabriqué. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est une énigme légitime, documentée, reproductible qui défie toute explication même sous un examen scientifique rigoureux. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cela nous fascine tant. Nous vivons à une époque où nous sentons que tout peut être expliqué. Toute question a une réponse si vous cherchez suffisamment sur Google. Tout mystère n'est qu'un manque temporaire d'informations. Mais voici quelque chose qui a résisté à 185 ans d'examen minutieux. Des générations de photographes, chimistes, physiciens, historiens, tous regardant les mêmes preuves. Et la question demeure. Où sont passées les personnes? Il existe même une théorie que j'ai entendue récemment d'un physicien théoricien. Il a suggéré que peut-être, juste peut-être, le daguerréotype capturait quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir. Que peut-être la lumière enregistrée sur la plaque photographique révélait une couche différente de la réalité. Une où les gens n'étaient simplement pas présents de la même manière. C'est complètement spéculatif. Il n'y a aucune preuve. Mais vous savez ce qui est intéressant? Nous ne pouvons pas prouver que c'est faux, parce que nous avons atteint la limite de ce que nous savons. Et voici ce que j'ai découvert se trouver de l'autre côté de cette limite. Ce ne sont pas des réponses, c'est de l'espace. De l'espace pour s'émerveiller. De l'espace pour questionner nos suppositions. De l'espace pour reconnaître que peut-être nous n'avons pas encore tout compris. Richard Beard est mort en 1885, 43 ans après avoir photographié ce pont vide. Ses derniers papiers incluent une note sur cette photographie spécifique. Une seule ligne, la lumière capture des vérités que les yeux ne peuvent pas voir. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, personne ne le sait. Mais quand je regarde ces photographies impossibles, quand je vois les absences là où il devrait y avoir des présences, quand je lis les journaux confus de photographes confrontés à des preuves qui contredisent leurs propres souvenirs, je commence à penser que Beard essayait de nous dire quelque chose. Quelque chose sur la nature de l'observation. Quelque chose sur la façon dont nous capturons la réalité. Quelque chose que nous ne comprenons toujours pas complètement, même 185 ans après. Et nous voilà en 2025, posant toujours la même question que les photographes victoriens se posaient. Pourquoi les photographies montrent-elles quelque chose de différent de ce que nous savons qui était là? Nous avons examiné toutes les théories crédibles, testé chaque hypothèse, appliqué une technologie que les photographes originaux n'auraient jamais pu imaginer. Et la réponse nous échappe encore. Mais peut-être est-ce précisément là que réside la beauté. Peut-être que certains mystères sont précieux justement parce qu'ils résistent à toute solution. Parce qu'ils nous obligent à continuer de questionner, continuer d'enquêter, continuer de nous émerveiller, parce que si nous pouvions tout expliquer, si chaque anomalie avait une réponse claire et nette, quel espace resterait-il pour l'impossible? Et voici la vérité finale que j'ai découverte dans cette enquête. L'impossible existe encore. Même à notre époque scientifique, même avec toute notre technologie, il existe encore des choses qui défient toute explication complète. Les photographies vides de 1840 en sont la preuve. Alors quand je regarde ce pont de Londres, complètement vide à 15h17 d'un après-midi animé de Mars, je ne vois plus seulement une anomalie photographique. Je vois la preuve que l'univers garde encore des secrets. Que la réalité est plus étrange que ne le suggèrent nos théories. Que peut-être, juste peut-être, ces premiers photographes sont tombés sur quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre complètement. Et 185 ans plus tard, nous nous demandons encore, où sont passées les personnes? Peut-être que la vraie question n'est pas de trouver la réponse. Peut-être est-ce, qu'est-ce que nous ne voyons pas d'autre? Alors, où sont passées les personnes des photographies de 1840? C'est la question qui nous a amenés jusqu'ici. La même question qui m'a empêché de dormir quand j'ai réalisé ces vides impossibles, en regardant des daguerréotypes qui auraient dû être remplis de vie. Et maintenant, après tout ce que nous avons investigué, après avoir démonté chaque théorie technique, exploré chaque explication sociologique, questionné chaque expert, je dois être honnête avec vous. Nous n'avons pas résolu le mystère. Et vous savez ce qui est le plus fascinant. Plus nous creusons, plus il devient impossible. Récapitulons rapidement ce que nous avons découvert. Les limitations techniques de la daguerréotypie, ces temps d'exposition brutaux de 15 à 30 minutes,
explique pourquoi nous ne voyons pas de foules en mouvement. Des personnes floues, des fantômes translucides, des silhouettes qui disparaissent parce qu'elles n'ont pas pu rester immobiles assez longtemps. Cette partie a du sens. La chimie ne ment pas. La sélection sociologique nous donne aussi des réponses partielles. La photographie était chère, élitiste, contrôlée. Les studios décidèrent qui serait photographié et comment. Les rues vides de Paris en 1838, cet homme solitaire sur le boulevard du Temple, ce n'est pas un accident. C'est de la curation. C'est du contrôle. C'est l'élite décidant quelle version de la réalité serait préservée. La dégradation archivistique nous montre une autre couche. Les daguerréotypes s'oxydent, se tachent, disparaissent. Des collections entières ont été perdues dans des incendies, des guerres, par négligence. Ce qui a survécu jusqu'en 2025 est une fraction minuscule, peut-être 1% de ce qui a été créé. Et cet échantillon survivant est biaisé, filtré par 185 ans de sélection accidentelle et intentionnelle. Tout cela explique beaucoup de choses, mais pas tout. Parce qu'il reste encore ces cas qui défient toute explication rationnelle. Ces places qui devraient être pleines, géométriquement, statistiquement impossible d'être vides même avec de longs temps d'exposition. Ces daguerréotypes de marchés, de foires, d'événements publics documentés dans des registres écrits comme bondés de milliers de personnes. Et la photographie montre zéro silhouette humaine. Pas une seule, ni floue, ni fantomatique. Zéro. J'ai parlé avec Margaret Denton, l'archiviste du George Eastman Museum, une femme qui a consacré 40 ans à la préservation de photographies historiques. Elle m'a dit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Il existe des daguerréotypes dans notre collection qui ne devraient tout simplement pas être vides. Des événements avec des foules documentées. Et ils sont absents. Nous n'avons pas d'explication. 40 ans d'expérience, sans explication. J'ai parlé avec des physiciens spécialistes de l'optique du 19e siècle. Ils ont confirmé, même avec les limitations de l'époque, certaines de ces photographies vides sont statistiquement improbables. Pas impossibles, ils ont pris soin de ne pas utiliser ce mot. Mais improbables au point de générer un inconfort intellectuel. Et puis il y a le consensus le plus frustrant de tous. Nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Cela venait de 3 experts différents, dans 3 institutions différentes, sans se consulter. La même conclusion. La même capitulation intellectuelle face à quelque chose qui devrait être simple, chimie, lumière, temps, personne, mais qui refuse d'être totalement compris. Décembre 2025. Nous avons une intelligence artificielle qui peut reconstruire des visages à partir de pixels dégradés. Nous avons des images quantiques qui pénètrent les couches d'oxydation. Nous avons des algorithmes de deep learning entraînés sur des millions de photographies historiques capables d'identifier des motifs invisibles à l'œil humain. Et vous savez ce que toute cette technologie révèle? De nouvelles anomalies. Pas des réponses, des anomalies. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié en novembre 2025 une étude utilisant l'imagerie computationnelle avancée sur des daguerréotypes des années 1840. Ils s'attendaient à trouver des traces invisibles de figures humaines, résidus chimiques, motifs de lumière réfléchis, n'importe quoi indiquant une présence humaine effacée par le temps. Dans 23% des cas analysés, ils ont trouvé exactement l'inverse, des zones où la chimie indique qu'il n'y a jamais eu d'exposition à des figures mobiles. Des espaces qui sont restés constamment vides pendant tout le temps d'exposition. Dans des lieux où les archives historiques confirment une présence humaine constante. La technologie ne résout pas le mystère. Elle l'approfondit. Et voici la partie qui a complètement changé ma perspective sur tout cela. Ce n'est pas un défaut. C'est ce qui rend cette histoire fascinante. Nous vivons à une époque où nous nous attendons à ce que tout soit explicable. Tout peut être recherché sur Google, décodé, démystifié. Les mystères sont temporaires. Ils attendent simplement la bonne personne, la bonne technologie, la bonne intuition. Mais les photographies vides de 1840 sont différentes. Elles sont un rappel qu'il existe encore des choses véritablement impossibles. Pas au sens de « nous ne comprenons pas encore », mais au sens de « plus nous comprenons, plus cela devient impossible ». Cela active quelque chose de profond dans la psychologie humaine. Cette attraction cognitive pour les énigmes permanentes. La même force qui nous maintient fascinés par Stonehenge, par les lignes de Nazca, par le mécanisme d'Anticythère. Non pas parce que nous n'avons pas d'explication, nous en avons plusieurs, mais parce qu'aucune explication n'est totalement satisfaisante. Et les photographies vides rejoignent rapidement ce panthéon des impossibilités durables. Vous êtes venus jusqu'ici à la recherche d'une impossibilité, et je vous en ai livré une.
Non pas parce que j'ai échoué à expliquer, mais parce que certaines choses refusent d'être complètement expliquées. Et c'est précisément ce qui les rend précieuses. Pensez-y. Tout ce que nous avons exploré, limitation technique, sélection sociale, dégradation archivistique, anomalies statistiques, tout cela était réel, tout cela est vérifiable. Mais quand vous empilez toutes ces couches d'explications, il reste encore un résidu, un noyau insoluble. Et c'est ce noyau qui nous fait revenir. C'est pourquoi en novembre 2025, il y a eu une explosion de contenu sur les photographies vides sur les plateformes numériques. Non pas parce que quelqu'un a résolu le mystère, mais parce qu'une nouvelle génération a découvert l'impossibilité et en est devenue obsédée. Tout comme je l'ai été. Tout comme vous l'êtes maintenant. Alors que faisons-nous avec les mystères insolubles? Nous les embrassons. Intellectuellement, investigativement, obsessionnellement. Parce que la valeur ne réside pas dans la solution. Elle réside dans le voyage d'investigation, dans les questions que nous posons, dans les connexions que nous établissons, dans les anomalies que nous découvrons. Chaque théorie technique que nous avons explorée vous a appris quelque chose sur la chimie photographique du 19e siècle. Chaque explication sociologique vous a montré comment la technologie façonne la mémoire sociale. Chaque anomalie statistique vous a forcé à remettre en question vos présupposés sur ce qui est possible. C'est la véritable valeur. Pas la réponse finale, mais la compétence intellectuelle que vous avez développée en la cherchant. Et voici la promesse que j'ai faite au début, et que je tiens maintenant. Nous avons exploré toutes les théories crédibles, analysé de vrais daguerréotypes, consulté de véritables experts, déconstruit chaque explication technique et sociologique. Et le mystère persiste, non pas parce que nous avons été paresseux, mais parce que certaines impossibilités résistent même à l'examen le plus rigoureux. 185 ans plus tard, les photographies sont toujours vides. Et nous regardons toujours. Nous nous demandons toujours où sont passées les personnes. Nous mesurons toujours les temps d'exposition, analysons les motifs de lumière, cherchons des fantômes chimiques sur des plaques d'argent tachées. Et savez-vous ce qui va se passer dans 10 ans? Dans 50 ans? Nous chercherons toujours. Parce que c'est la nature des énigmes véritablement impossibles. Ce ne sont pas des problèmes attendant des solutions. Ce sont des questions permanentes. Des provocations intellectuelles que chaque génération revisite avec de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, de nouvelles obsessions. Les photographies vides de 1840 ne sont pas un bug dans l'histoire. Elles sont une fonctionnalité. Un rappel perpétuel que le passé garde des secrets qu'il ne révélera peut-être jamais complètement. Peu importe à quel point notre technologie devient avancée. Et cela, c'est précisément ce qui les rend impossibles à ignorer. Alors voici ma question finale pour vous. Quels autres mystères historiques restent véritablement impossibles? Quelles autres énigmes s'approfondissent au fur et à mesure que nous les enquêtons, au lieu de se résoudre? Parce que maintenant vous savez comment vous engager intellectuellement avec l'insoluble. Vous savez que la satisfaction ne vient pas de la réponse finale, elle vient de la qualité de l'investigation, de la compétence que vous développez en explorant l'impossible. Et il y a tellement d'autres impossibilités qui vous attendent. Si vous voulez explorer plus d'énigmes durables, des mystères qui défient l'explication même avec toute notre technologie moderne, abonnez-vous à la chaîne. Parce que je suis obsédé par ces impossibilités, et je continuerai à enquêter sur chacune d'elles. Laissez dans les commentaires, quelle théorie trouvez-vous la plus convaincante? Limitation technique? Sélection sociale? Ou êtes-vous dans le camp des anomalies véritablement inexplicables? Je lis tous les commentaires, et votre perspective pourrait être la pièce manquante de ce puzzle impossible. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères historiques. Parce que plus il y aura de personnes regardant ces photographies vides, plus nous aurons de perspectives sur cette impossibilité durable. Et qui sait, peut-être serez-vous la personne qui trouvera finalement ce daguerréotype perdu, celui qui montre où toutes les personnes sont réellement parties. Jusqu'à ce jour, nous continuons de chercher. Parce que 185 ans plus tard, les photographies sont toujours vides. Et nous continuons de regarder.